Je pense que la littérature peut avoir un rôle intéressant dans l'apprentissage de la philosophie pour deux raisons. Souvent, dans les grands ouvrages, il y a des questions de justice, d'injustice, de bien, de mal. Il y a des situations avec des enjeux moraux qui peuvent être plus ou moins complexes. Et donc, ça peut être intéressant pour réfléchir d'un point de vue philosophique. Ça, c'est le premier argument. Et le deuxième argument, c'est qu'on peut s'identifier à des personnages. Il y a des ouvrages littéraires qui peuvent être intéressants pour réfléchir à des problèmes philosophiques. Moi, à titre personnel, j'aime beaucoup Les animaux dénaturés de Vercors et Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes. L'ouvrage donc, que je vais vous présenter, Temps difficile. Alors, il y avait un cours sur cet ouvrage qui est assuré par Michel Tereshchenko, qui est un grand professeur de philosophie, qui a pris sa retraite cette année, donc il sera remplacé par un autre cours. C'est pour ça que je pense que c'est intéressant à lire parce qu'on est plongé dans une ville industrielle très polluée dans laquelle l'utilité est prédominante, dans laquelle il faut que tout soit pratique. On suit plusieurs personnages, il y a beaucoup d'intrigues. On s'intéresse notamment à la classe ouvrière, à des questions sociales. Et puis on s'intéresse, et c'est là-dessus que Michel Tereshchenko avait centré son cours, on s'intéresse beaucoup à l'éducation et notamment à ce qu'une éducation très pratique, trop pratique, peut créer chez des enfants. Il y a notamment une scène assez marquante où Louisa, le personnage féminin, la fille de Monsieur Krachkin, va parler à son père justement de la tristesse qui est la sienne et va expliquer que voilà, elle est dans une sorte de sécheresse. Elle se demande où sont les fleurs, où est le bonheur, où est la fantaisie, où sont finalement toutes les qualités qu'un humain devrait avoir. Finalement, cette éducation est très mal vécue. Le père va se remettre en question. Ça permet de montrer les limites de ce type d'éducation et d'une vision trop utilitariste de la société. Socrate est un personnage mythique, c'est un personnage légendaire dans l'histoire de la philosophie. Souvent, quand on commence à apprendre la philosophie, c'est par lui qu'on commence. On peut avoir une vision qui est souvent un peu fausse de ce procès, c'est-à-dire qu'on voit Socrate comme victime d'une injustice, qui n'aurait pas pu se défendre, qui aurait subi finalement son jugement. On se rend compte que Socrate est un personnage qui est extrêmement digne, avec beaucoup d'honneur, au-delà du fait qu'il n'a rien écrit et que c'est ses disciples qui nous ont rapporté ses enseignements, au-delà du fait qu'il était considéré comme un agitateur public en son temps, un provocateur. Socrate est en tout cas un personnage qui a subi, qui a enduré la justice des hommes tout à fait noblement. Socrate démonte complètement les accusations qui sont lancées à son égard et met en contradiction ses accusateurs. On retrouve d'ailleurs beaucoup cette idée que Socrate ne sait rien et qu'il montre aux autres que finalement, ils ne savent rien non plus. Socrate nous dit, finalement, ça ne sert à rien de me tuer, puisque si vous décidez de me tuer, en fait, ça ne va rien changer, puisque c'est pas en créant de la censure, c'est pas en empêchant les gens de parler que vous allez réduire le nombre de philosophes. Et donc, voilà, donc à l'issue de ce procès, Socrate sera condamné à devoir se donner à mort. Oui, c'est une rencontre avec la philosophie, je pense, qui est nécessaire assez tôt. L'Apologie de Socrate n'est pas très long à lire, je pense que vous en avez pour 1 heure à 2 heures. C'est simple à suivre, ça va assez vite. Il parle beaucoup plus, en tout cas je trouve, de ce qui est la sagesse, de son rapport à la mort, de ce que le philosophe apporte à la cité. Par rapport aux autres livres, je le trouve beaucoup plus agréable à lire. Il y a une puissance dans le texte qui est assez marquante et qui est assez entraînante. Alors pourquoi Rousseau et Émile ou de l'éducation? Encore un bouquin qui n'est pas un bouquin philosophique, on aurait envie de penser. Et en fait, il y en a bien, il y a cet aspect très éducation qui ressort avec beaucoup effectivement, de conseils sur comment élever un enfant. Mais en fait, ce qui est surtout important, intéressant, en tout cas pour nous philosophes, c'est de voir comment Rousseau écrit ses idées. L'ouvrage de Rousseau a eu un impact considérable puisque avant Rousseau, on avait plutôt une tendance à chercher l'adulte chez l'enfant plutôt que considérer l'enfant en tant qu'enfant. Et donc Rousseau a changé cette vision. Il y a un passage que j'ai beaucoup aimé où il nous explique qu'en fait, quand on essaye de soumettre l'enfant à la raison, finalement, en fait, on crée quelqu'un d'un peu opportuniste qui va faire des calculs et se dire tiens, si j'aborde l'attitude de la raison, qu'est-ce que je peux gagner? Mais en tout cas, on ne va pas réellement créer un enfant raisonnable. Si on prend des fables comme celle du corbeau et du renard,
l'adulte comprend le message qui est derrière la fable. Rousseau nous dit que l'enfant va voir qu'il y a un renard qui s'en sort super bien et puis il y a un corbeau qui s'est fait tromper. Et finalement, en fait, en présentant la fable à l'enfant, on lui dit, regarde, le renard, c'est lui qui obtient fromage. Donc l'enfant comprend ça comme, tiens, c'est cool, si je veux un fromage, il faut que j'apprenne à tromper quelqu'un, j'apprenne à l'avoir, à le manipuler. Donc en fait, chercher l'adulte chez l'enfant, c'est complètement contre-productif. L'enfant, en fait, nous dit Rousseau, va principalement agir par plaisir et puis par intérêt. Et donc une préoccupation de Rousseau, c'est aussi de montrer comment est-ce que l'enfant, en tout cas comment est-ce que la nature engendre des enfants qui a priori n'ont pas de vice dans le cœur, et comment l'éducation des hommes, comment la patte de l'homme finalement va déformer les enfants et va complètement lui faire perdre sa puissance de vie et créer un adulte qui ne sera pas finalement heureux, épanoui comme il devrait l'être. Le livre est utile en L1 parce que la philosophie stoïcienne, c'est une philosophie qui est assez populaire dans le milieu du développement personnel. Et donc, de fait, c'est une philosophie qui est souvent caricaturée, qui est résumée à des formules assez courtes, fausses, qui en fait ne correspondent pas à ce que la philosophie stoïcienne dit réellement. Par exemple, on peut avoir cette vision que en fait, le stoïcien, c'est un rocher, qu'il ne ressent rien, qu'il y a des passions mauvaises à supprimer. En fait, c'est plus compliqué que ça. En substance, ce que nous disent les stoïciens, c'est qu'effectivement, il y a des excès, mais qu'il faut ramener ces excès à quelque chose de plus raisonnable et pas supprimer l'impulsion. Chez Sénèque, il y a eu quelque chose d'assez intéressant aussi. Lui, il est né dans une famille assez riche, assez aisée. Son père voulait qu'il devienne avocat. Finalement, Sénèque s'est assez vite intéressé à la philosophie. Il a fait des voyages dans lesquels il a renforcé son intérêt pour la philosophie. Il est devenu le précepteur de Néron. Ce dernier l'accusera d'avoir monté une conjuration contre lui et ordonnera à Sénèque qu'il se suicide, de façon assez atroce d'ailleurs. L'ouvrage de la conscience du sage est vraiment très court. Pareil, c'est un bouquin que vous pouvez finir largement en une après-midi. C'est un ouvrage dans lequel Sénèque va parler à son ami Sérénus. Sérénus qui est en proie à l'ennui, au doute. Et donc Sénèque va lui parler de la philosophie stoïcienne, le rassurer, lui expliquer en quoi le sage justement est invulnérable, en quoi est-ce que le sage ne subit pas l'injure. Tout l'ouvrage va tourner autour de ces idées-là, en montrant que, par exemple, le sage reçoit les insultes de la même façon qu'un maître reçoit les injures de son esclave ou d'un bouffon, ou un adulte reçoit les injures d'un enfant, en tout cas avec une certaine légèreté. En fait, le seul véritable bien du sage, c'est la vertu qu'il possède en lui. Et donc, finalement, le sage ne peut pas être dépossédé de cette vertu. Quelque part, ça met le sage à l'abri à la fois de l'injure et puis de l'injustice. Je pense qu'il y a 3 grands piliers pour réussir des études en philosophie. Premier pilier, la réflexion, donc savoir analyser un sujet, savoir le traiter, construire une argumentation qui est cohérente dessus. Deuxième pilier, connaître la méthodologie, méthodologie de dissertation, explication de texte, tous les formats qu'on va te demander. Et puis tout ce qui est connaissances. Pour les connaissances, il faut suivre évidemment les cours. On peut regarder des conférences sur Internet, ça peut donner une vue d'ensemble d'un sujet. Et puis la lecture. La lecture, c'est vraiment ça qui différencie en fait un étudiant qui a du niveau en philosophie et un étudiant un peu lambda. Pour la méthodologie et pour la façon dont on argumente, ça peut être intéressant de lire des livres qui vont expliquer voilà, quelles sont les erreurs de raisonnement, quels sont les raisonnements qui ne fonctionnent pas, les sophismes, comment est-ce qu'on est censé structurer une dissertation, qu'est-ce qu'il faut mettre, dans quel ordre, etc. L'important, c'est pas de lire 500 bouquins de méthodo ou d'argumentation, puisque dans le fond, en fait, souvent, ils racontent à peu près les mêmes choses. Il n'y a pas non plus un milliard de façons d'écrire une dissertation ou de raisonner. Le plus intéressant, je pense, c'est d'en sélectionner 2, 3, 4 maximum et de les lire bien à fond et puis ensuite de s'exercer, prendre le temps de bien comprendre ce qu'on attend de toi par rapport aux méthodologies. Étienne Akamatsu est un professeur agrégé de philosophie. Il a écrit un bouquin qui s'appelle La dissertation de philosophie qui est assez intéressant, qui va t'expliquer comment est-ce qu'on argumente. Il te donne beaucoup de dissertations dans la deuxième partie de l'ouvrage de dissertation commentée où il va t'expliquer comment on construit une dissertation, pourquoi est-ce qu'il l'a construit de telle ou telle façon. Un bon bouquin en tout cas pour entrer dans l'argumentation philosophique.